Alors tous les matins, j'arrive là. J'arrive au Muséum d'histoire naturelle, dans le Jardin des plantes. Mon bureau, il est quelque part un peu plus loin sur la droite. Et je passe devant la statue de Lamarck. Lamarck, comme le piédestal le dit, qui est l'inventeur de la théorie de l'évolution. Et chaque matin, je le plains un peu, parce qu'il n'aura pas été prophète ni en son pays, ni en ce bas monde. Oui, car l'évolution, tout le monde y croit, surtout en France. C'est un produit des Lumières, mais on est loin encore d'agir avec. Alors l'évolution, bien sûr, c'est d'abord Lamarck qui a repéré que les espèces changeaient au cours du temps et qui finalement, avec le transformisme va créer la première brique de la théorie de l'évolution. Et puis, bien sûr, il y a Darwin, qui va lui trouver un mécanisme. Pourquoi les espèces changent? Eh bien, c'est simplement parce que les plus adaptés font plus de descendants, les moins adaptés font moins de descendants, et au total, le lendemain, la biosphère a changé. En fait, ce que Darwin nous explique, c'est qu'il y a un tri, c'est la sélection naturelle, et que ce tri, il trie dans une variation des organismes, mais il va donner plus de descendants à ceux qui sont adaptés, et ces descendants ressembleront à leurs parents. Donc, il y a un changement. Et il y a un bug. C'est que pour le coup, à force de trier, à la fin, il n'y a plus de diversité. Or, c'est tout le contraire que nous apprend l'histoire de la biosphère, c'est que la diversité, elle augmente, donc il manque quelque chose. Ce qui fait que ni Darwin, ni Lamarck n'avaient encore toute l'histoire. On ne sait pas s'il y en a toute l'histoire, mais depuis, on a quand même trouvé un générateur de diversité. Je voudrais vous parler de quelqu'un qui est peu connu, qui s'appelle Hugo de Vries. Et Hugo de Vries, il travaillait sur des fleurs, les zoonotères. Et Hugo de Vries a trouvé le concept de mutation. Il a remarqué que certains individus avaient des variations qui apparaissaient brutalement et qu'ils transmettaient à leur descendance, ce qui fait qu'à tout moment apparaissait de la diversité, de la nouveauté, adaptée ou pas d'ailleurs. Et donc, aujourd'hui, nous voyons le darwinisme d'une autre façon. L'évolution telle qu'on la voit aujourd'hui, c'est qu'on a une biodiversité dans laquelle se produisent des mutations. Ces mutations entraînent une grande variété de choses adaptées ou non, et la sélection naturelle trie là-dedans et donne la biodiversité du lendemain, et ce cycle tourne perpétuellement. Voilà, je vous ai raconté la façon dont on voit aujourd'hui l'évolution. Et d'ailleurs, tout le monde est d'accord avec ça. Sauf que, en fait, personne ne s'en sert. Et j'ai essayé de vous montrer à quel point on ne s'en sert pas. On ne s'en sert pas, même si c'est une toile de fond, et ça abîme, ça pourrit un certain nombre de discussions qu'on peut avoir et aussi un certain nombre d'actes ou d'actions que nous menons. Dans les discussions qu'on peut avoir, ce n'est pas d'une grande importance, mais ça révèle l'incompréhension. Il y a cette discussion autour des Bernard l'ermite. Vous savez, c'est ces crustacés qui ont le corps mou. Alors, comme ils ont le corps mou, ils s'abritent dans des coquilles de gastéropodes qui sont morts et qui ont laissé leurs coquilles. Et on dit souvent, oui, l'ancêtre des Bernard l'ermite, il avait le corps mou, alors pour se protéger, il l'a mis dans une coquille. Mais c'est aberrant. Si cet ancêtre-là avait eu le corps mou et qu'il n'était pas dans une coquille, il se serait fait bouffer depuis longtemps. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que l'ancêtre du Bernard l'ermite s'est protégé, en plus de la carapace de son abdomen, il s'est protégé dans une coquille, et puis finalement, la protection de cette coquille aidant, à la fin, il n'avait plus besoin du tout d'avoir sa propre peau qui soit rigide, et le corps est devenu mou. On inverse en fait l'ordre des événements parce qu'on ne réfléchit pas au mécanisme. Alors là, c'est juste une idée reçue qui est un petit peu fausse, mais ça peut être plus grave. Ça peut être plus grave parce que finalement, comme on ne prend pas vraiment en compte le mécanisme de l'évolution, on va finir par faire des erreurs. Des erreurs, par exemple, en agriculture. Quand on a une méthode de lutte et qu'on l'applique trop fort, on va juste sélectionner ceux qui la contournent. Je vais prendre l'exemple de la résistance au BT. C'est une toxine qui tue les insectes. En Afrique du Sud, on a planté des maïs transgéniques qui produisaient du BT, donc 80% à une époque des semences de maïs semées produisaient cette molécule. Et qu'est-ce que ça a fait? En quelques années, on a sélectionné des insectes qui n'étaient plus tués par le BT. Le glyphosate aux États-Unis a été appliqué en grande quantité. Le bilan, c'est qu'entre 1995 et 2015, on a sélectionné une trentaine d'espèces de plantes résistantes au glyphosate qui maintenant poussent très bien dans ces champs-là, où en plus elles ne sont pas ennuyées par les autres mauvaises herbes. Vous voyez qu'on a des victoires à la Pyrrhus. On gagne le jour J, mais le jour J+1, on a perdu nos outils. Et ça, ça joue jusque dans le domaine de la santé. À force d'utiliser les antibiotiques de façon non calculée par rapport à l'évolution,
on voit une augmentation des résistances aux antibiotiques. Et cette augmentation progressive, elle fait qu'aujourd'hui, dans un pays comme la France, on a 150 000 personnes par an qui sont atteintes par des bactéries résistantes aux antibiotiques et 12 000 par an qui en meurent. Dans le monde, on arrive à un total de 700 000 morts chaque année à cause des bactéries résistantes aux antibiotiques et on pense que d'ici 2050, on sera plutôt aux alentours de 60 millions. C'est un vrai drame qui se prépare. Et notre victoire le jour J sur les bactéries, c'est notre défaite du jour J+1. D'ailleurs, il n'y a pas que les bactéries qui posent problème. Le vrai problème, c'est surtout les champignons. Et d'ailleurs, c'est une histoire d'évolution qui se cache derrière. Suivez-moi. Les champignons sont les plus proches parents dans l'évolution, les plus proches parents des animaux. Et donc, ce qui est toxique pour un champignon est souvent toxique pour un animal, parce que c'était toxique sans doute déjà pour l'ancêtre commun. Et donc, on a peu de fongicides qu'on puisse vraiment utiliser sans que ce soit dangereux pour l'homme. Je vous emmène aux Pays-Bas, en fait. Aux Pays-Bas, on a des cultures florales qui sont très sensibles à un champignon, l'Aspergillus fumigatus, et pour ça, on traite beaucoup au triazole. Mais l'Aspergillus fumigatus, c'est un champignon qui peut infecter les poumons de l'homme en une aspergillose, comme on dit, qui est invasive souvent, et qui touche 150 000 à 500 000 personnes par an, et surtout 10% des immunodéprimés. Et il n'y a que des triazoles pour soigner ça. Et aux Pays-Bas, dans certaines régions où autrefois 60% des infections pouvaient être guéries par l'application de triazole, aujourd'hui, ce chiffre, parce que justement on a sélectionné des résistances au triazole, il est tombé à 10%, 90% des aspergilloses invasives ne peuvent plus être soignées par les triazoles. Vous voyez, c'est des histoires où finalement le mécanisme de la sélection de façon très prédictible donne un résultat qui est désastreux le jour suivant. Et ça joue dans des tas de choses. Je suis sûr qu'à la pêche à pied, vous avez déjà rejeté les petites crevettes ou les petites palourdes en vous disant non, on va les laisser grandir, on reviendra plus tard. Il y a même des réglementations pour ça. Je vais vous parler de sardines. Les sardines, il y a une taille minimale pour les pêcher. Ça permet de les laisser grandir. Oui, mais en fait, en rejetant les petits, si jamais vous avez des adultes nains, ils vont se reproduire beaucoup plus que ceux qui ont une grande taille à l'âge adulte, qui ont une bonne chance de se faire pêcher. Et donc, vous allez sélectionner le nanisme. Ça n'a pas loupé. Ces 10 dernières années, les sardines de 1 an ont diminué de 3 cm dans le golfe du Lion et de 4 cm dans le golfe de Gascogne. Et elles pèsent beaucoup moins lourd. C'est un vrai désastre. On est juste en train de sélectionner les sardines de petite taille. Voilà, vous voyez que finalement, c'est des conduites complètement aberrantes qui montrent que, bien sûr, on croit tous à la théorie de l'évolution, mais en fait, on ne la prend pas en compte et nos victoires et nos réussites du jour J sont nos échecs du lendemain. Ce sont des victoires que j'appellerais à la Pyrrhus. Alors, vous allez me dire, c'est désespérant cette histoire, parce que finalement, on ne peut rien faire sans faire de bêtises. Non, non. Je vais maintenant vous montrer quelques cas où, justement, on a réussi à faire bien en termes évolutifs. Vous voyez des exemples ? La trithérapie. Vous savez, cet ensemble de 3 drogues qu'on donne aux gens qui sont malades du sida, quel est le principe de la trithérapie ? Il est très simple, très simple. Vous avez 3 drogues qui ont 3 sites d'action différents. Et pour qu'un virus résiste à la trithérapie, il faut qu'il ait les 3 résistances. Ça veut dire 3 mutations. La probabilité d'une de ces mutations, c'est, allez, on va dire une chance sur 1 million. Eh bien, en statistique, c'est clair, pour avoir les 3 mutations en même temps, c'est une chance sur 1 million, 2 millions, 2 millions. En d'autres termes, c'est une chance sur une quantité telle que dans une population de virus, dans un malade, il n'y a jamais assez de virus pour qu'il y en ait un qui porte les 3 mutations. Donc on a dressé ici ce que j'appelle un mur évolutif, c'est-à-dire qu'on applique quelque chose qui, on ne peut pas évoluer pour le contourner. Voilà. Et ça, c'est une vraie réussite, et une réussite empirique. Ce n'est pas du tout quelque chose qui a été prédit par l'évolution ou une pensée théorique, non. C'est un truc de médecin astucieux, empirique, qui a marché. Et je vais prendre un autre exemple agricole, vous allez voir, ça va être la même histoire, ça marche, mais ça marche par hasard et pas par théorie. Alors là, c'est sûr qu'il n'y a pas de théorie derrière, parce que je vous emmène dans le sud de la Chine, dans des milieux ruraux, où on n'étudie pas l'évolution, mais où on cultive du riz. Le riz, c'est une de ces céréales qui est sujette à des maladies, et en particulier la pyrriculariose du riz, qui tous les ans détruit dans le monde l'équivalent de l'alimentation de plus de 60 millions de personnes. Donc ce n'est quand même pas une maladie banale. Nous sommes dans le sud de la Chine, dans la zone d'origine du riz, où il y a énormément de parasites, bien sûr, puisqu'il y a aussi des populations sauvages.
Et nous nous rendons dans le Yuanyang, une région où, depuis plusieurs centaines d'années, il y a des méthodes de culture qui font qu'il n'y a pas de périculariose, alors même qu'on n'utilise pas de fongicides. Et pourtant, les rendements ne font pas sourire. On est à 5 à 7 tonnes à l'hectare. Donc c'est du très très bon rendement dans une pratique traditionnelle. Qu'est-ce qui se passe? Les collègues de l'unité mixte de recherche BGPI, l'équipe de Jean-Benoît Morel qui travaille là-dessus, ont eu la bonne idée d'aller là-bas avec des sociologues et des anthropologues qui ont un petit peu regardé qu'est-ce qui se passait en termes humains. Et ce qu'ils ont découvert, c'est qu'il y avait 2 règles dans les interactions autour de l'agriculture. 1, quand vous allez chez quelqu'un, il vous donne des semences. Donc, chaque fois, on peut avoir des semences plus diversifiées. Et surtout, 2, il ne vous donne pas de conseils. On ne donne pas de conseils. Du coup, on ne sait pas trop quoi semer, on sait tout ce qu'on a à la maison, y compris ce qu'on vient dans l'année d'avoir chez les voisins. Et ça, c'est vraiment important. Parce que ce qui se cache derrière, c'est qu'on fait des champs hyper divers. Tiens, là, vous allez voir la biodiversité qui devient un outil. Il y a une telle diversité génétique que quand la maladie réussit sur un pied, le pied voisin est différent et la maladie ne peut pas réussir sur le pied voisin. On a créé un paysage où les maladies, et d'ailleurs pas simplement la périculariose du riz, ne se propagent pas, juste à cause du paysage, sans pesticides. Alors oui, vous voyez, il y a vraiment des méthodes, mais là pour le coup c'est vraiment de l'empirisme, qui montrent que des fois on crée un paysage, des circonstances dans lesquelles il n'y a pas moyen pour notre adversaire d'évoluer vers une solution. Et ça se décline d'ailleurs en agriculture chez nous en réintroduisant de la diversité dans les champs avec des cultures mixtes, des cultures mélangeant différentes variétés, des haies, de l'agroforesterie. Tout ça demande d'une certaine façon une organisation qui n'existe bien sûr pas de qu'est-ce qu'on cultive dans 2 champs contigus, qu'est-ce qu'on cultive d'une année sur l'autre. Mais enfin, ce que ça montre, c'est qu'il existe bel et bien des scénarios dans le temps, des scénarios dans l'espace où un organisme dont on ne veut pas, ne peut pas évoluer ni trouver la solution. Ça s'appelle un mur sélectif. Eh bien, figurez-vous que les murs sélectifs, on ne sait pas forcément les appliquer aux autres espèces, mais nous, il se trouve que malheureusement, on est en train de s'en appliquer un. Suivez-moi plutôt. Il y a quelque chose qui vous a peut-être frappé, c'est que dans les sociétés occidentales, nos compagnes ont beaucoup de mal à procréer. Il y a beaucoup de couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Alors, on peut se dire que c'est la stérilité de nos compagnes qui explique ça. C'est en partie vrai. Il y a un problème de fertilité féminine, mais il n'y a pas que ça. Quand on regarde la production de spermatozoïdes chez les hommes, on s'aperçoit que depuis 1973, nous avons perdu la moitié de la quantité de spermatozoïdes qu'on produisait à cette époque-là. Et dans les spermatozoïdes qui restent, ils sont 60% moins fonctionnels. C'est une débâcle. Alors, il en reste quelques-uns pour faire le travail. Mais le bilan, c'est que nous avons perdu de la fertilité. Pourquoi? Nous sommes exposés dans le monde moderne à des kyrielles de molécules nouvelles. Des kyrielles de molécules nouvelles. Des parfums, des colorants, des produits stabilisants, conservateurs, des émulsifiants, des pesticides. Et en fait, on voit très bien que plus on est exposé à ces molécules, comme par exemple plus on est exposé à des pesticides, moins, effectivement, on produit de sperme quand on est un homme. En fait, nous avons dressé un paysage chimique autour de nous auquel aucun d'entre nous n'est adapté. Chacun d'entre nous rencontre une molécule qui le fait sous-performer. Alors bien sûr, on ne parle pas d'extinction ici, on ne parle que de réduction de fertilité, mais ça c'est un mur sélectif, parce que personne finalement ne passe entre les gouttes. Ce mur, nous l'avons nous-mêmes dressé devant nous, car nous en connaissons la théorie du mur, mais nous n'en voyons pas la pertinence pratique, ni même les risques qu'il nous fait courir à nous. Donc, l'évolution c'est simple à comprendre, tout le monde y croit. On fait juste le contraire de ce que l'évolution nous dicte, et pourtant, on voit très bien que des fois, on est capable de faire des choses très évolutives, y compris très évolutivement pertinentes, y compris contre nous-mêmes. La rupture, c'est là qu'on doit appeler la rupture. La rupture, c'est le moment où on va enfin faire de l'évolution autre chose qu'un décor, mais réellement l'aune de notre action. La rupture, c'est que l'évolution est une belle au bois dormant, et qu'il va falloir que quelqu'un aille la réveiller. Et vite. Comment la réveiller? Alors évidemment, il faudrait déjà penser à enseigner l'évolution à ceux qui en sont les acteurs, c'est-à-dire, vous avez vu, les agriculteurs, qui par exemple gèrent l'évolution des pathogènes ou des mauvaises herbes, d'une certaine façon. Les médecins, qui gèrent l'évolution des microbes et des microbes qu'on souhaite le moins. Ces gens-là sont les gestionnaires effectifs. Ont-ils de l'évolution dans leurs études? Pour ne parler que des médecins, par exemple, il y a quelques universités où on voit se développer la médecine dite darwinienne,
ou la médecine évolutive qui prend en compte l'évolution, mais c'est le fait d'une poignée de profs ou de décisions individuelles. Ça n'est en rien un passage obligatoire, alors que évoluer, c'est un peu obligatoire quand on est vivant. Et non seulement des spécialistes comme ça, les agriculteurs, les pêcheurs ou les médecins ont besoin d'évolution, mais tous nos concitoyens en ont besoin pour comprendre ce qui se passe. Vous savez, c'est même plus d'ailleurs que de la biologie, c'est une question philosophique. Quand va-t-on expliquer dès la petite école que le présent est le produit de ce qui l'a précédé et le début de ce qui va lui succéder? Finalement, l'aspect évolutif et biologique n'est qu'une facette de cette inscription dans le temps et dans le changement perpétuel. Et donc il faut commencer très tôt à enseigner ça. Je ne suis pas sûr que les sciences de l'évolution aient un temps d'antenne suffisant, ni d'ailleurs que nous soyons prêts demain à réellement prendre ça en main, mais il le faut. Il y a une forme d'urgence. C'est notre efficacité qui est en cause. C'est notre efficacité et notre capacité à transmettre un monde qui soit habitable aux générations suivantes. Alors oui, l'évolution est une belle au bois dormant. Et la rupture, ce sera le moment où quelqu'un, enfin, ira lui donner ce baiser qui fera d'elle l'aune de notre action. Je vous remercie.